Des dizaines d'hommes vaincus gisent sur le sol froid du toit en pleine nuit. Le dernier homme de leur gang est étranglé par un homme sans visage et masqué. Alors que l'homme a le souffle coupé, il jure que son gang n'est que des pions entre les mains de Kim Dong-hae, de la branche Black Death. Le seigneur immortel porte le coup final à l'ennemi. Il tombe épuisé au sol, incapable de se relever. L'homme masqué réfléchit aux paroles de l'ennemi. Kim Dong-hee de Pestes Noires, Maaswaichi. Un bruit le sortit de ses pensées. Il le connaissait. Le sans-visage a immédiatement disparu dans les airs, ne laissant qu'une poignée d'adversaires vaincus. 4 personnes en noir se sont envolées vers le toit. C'est à cause d'eux que l'étranger a dû quitter si rapidement les lieux du crime. Les hommes en noir sont les policiers de la ville de Murima, Yuji-ho, Park Jit, Kim Boa et le chef d'équipe Jang Seong-woo. Ils étaient les meilleurs des meilleurs. Après avoir examiné le site de la bataille, Yuji-ho remarqua qu'ils étaient en retard. Il a encore une longueur d'avance sur eux. Park Jit a regardé les hommes allongés sur le sol. Ils ressortaient clairement de leur état, il était parti assez récemment. S'adressant aux dirigeants, il a suggéré de poursuivre la persécution. Le chef du groupe a catégoriquement refusé. Ils perdent du temps. L'homme sans visage savait qu'il viendrait et a probablement préparé un chemin pour battre en retraite. Quelqu'un a appelé le gérant par derrière. Kim Boa, debout sur le seuil, voulait montrer ce qu'elle avait trouvé. Elle a fourni une boîte provenant d'un entrepôt qui en était plein. Le chef, ouvrant la boîte, était très excité. Encore tu. Après en avoir parlé à l'équipe, personne n'a compris de quoi il parlait. Ils n'avaient jamais entendu ce nom. C'était leur première mission. Se souvenant de cela, le commandant leur expliqua. Tu est un amplificateur narcotique de l'énergie interne. Récemment, de nombreux artistes martiaux l'ont utilisé pour commettre des crimes à Murim. Après y avoir réfléchi, Yuji-ho décide fermement qu'ils doivent attraper la personne derrière la production de ces pilules miracles. Park Jit, après avoir examiné les victimes, a déclaré que l'étranger n'avait pas causé de blessures graves, mais seulement un réservoir d'énergie dans le corps. Peut-être que l'homme sans visage a des comptes personnels avec les cartels de la drogue. Chan Sun-woo y réfléchit. Tout peut être comme ça. Le chef a donné l'ordre. Pendant qu'il part signaler cet incident au quartier général, les gars doivent rassembler toute la chefette. Lorsque chacun a compris sa tâche, il s'est mis à l'accomplir. C'était étouffant dans l'entrepôt. Chacun était occupé avec ses propres affaires. Après un long moment, Park Jit a décidé de briser le silence, en demandant à sa collègue si elle avait besoin d'être présente à la réunion des étudiants de première année. Yuji-ho répondit brièvement qu'elle n'était pas intéressée. Kim Boa a regardé son amie avec surprise et lui a demandé si elle avait entendu dire qu'un nouveau leader des jeunes frères serait élu aujourd'hui. Il y a des rumeurs selon lesquelles Jang Hak-woo prendrait sa place. Après avoir réfléchi un peu, Yuji-ho répondit qu'il était peut-être un génie mais seulement en 2e position. Sur le premier se trouve un étudiant du village de Dujeng. Son ami la regarda avec surprise. C'est à ce moment-là que Kim l'a prise au mot. N'est-ce pas elle qui a dit qu'elle n'était pas du tout intéressée? En entendant des moqueries dans sa direction, Yuji-ho était tout simplement furieux. Elle a été surprise par le fait qu'un montagnard ait pris la première place. Kim Boa a demandé quel était le nom de cet étudiant qui était en première place. Son ami y réfléchit. On dirait Kang Tae-yeon. Un gars aux cheveux bleus et aux yeux bleu ciel. Un étudiant se tient au milieu d'un musée de l'université. Il regarde la photo accrochée au mur, sans prêter attention à l'inconnu qui s'est approché de lui. L'étranger a demandé s'il était Kang Tae-yong, le meilleur élève de cette année. Le garçon était si heureux qu'il ait été reconnu qu'il n'a pas manqué l'occasion de se montrer. C'est le meilleur élève de la 34e génération, Kang Tae-yong. L'interlocuteur a souri, en disant que cela s'avère vraiment... Toi! Ses yeux commencèrent à briller de colère. Il regarda Kang Tae-yong sans le quitter des yeux. Le gars a décidé de porter le premier coup avec sa main gauche, mais l'ennemi lui a saisi la main. L'étudiant baissa brusquement la main. L'étranger tomba dans la stupeur. Quoi? Poignée de main. Il ne s'attendait certainement pas à cela. Kang Tae-yong rougit parce qu'il lui rendit la poignée de main avec sa main gauche. Juste au cas où. J'ai demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il était heureux de vous rencontrer et a demandé le nom de l'étranger. L'interlocuteur hésita un peu, mais répondit qu'il s'appelait Lee Ki-jok. Dans ses pensées, il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Il a ignoré l'attaque et l'a joué comme une blague. L'étudiant a noté qu'il s'agissait de sa première connaissance depuis son déménagement à Séoul. Il a demandé à prendre soin de lui. Le garçon, bégayant encore un peu,
lui dit de ne pas s'inquiéter. Il l'aiderait à s'y habituer. Lee Ki-jok a continué en disant que le gars avait eu de la chance de le rencontrer. Il a demandé si Kang Tae-yong connaissait l'histoire de leur école. Le gars pensait qu'il ne le savait probablement pas puisqu'il vivait dans le village. Que n'avez-vous pas entendu parler des 4 rois de Murim, à savoir Jang Jin de la secte Wudan, le roi démon noir de l'alliance peu orthodoxe, dont on ne sait rien, Dok Mugong des venimeux de la secte Poisonous, et le plus important suzerain immortel. On dit qu'il était un artiste martial dès son plus jeune âge. Et le deuxième petit-fils du chef de la secte Wudan a rejoint la 34e génération. Le gars a commencé à prétendre qu'il était son ami, mais un jour il n'est plus lui-même. Il a commencé à être impoli et a perdu toutes ses manières. C'est ça. Kang Tae-yong se tenait d'une oreille et écoutait son interlocuteur alors qu'il sursautait presque en parlant. Il regarda attentivement le portrait d'un type aux cheveux bleus accroché au mur. L'étudiant a appelé l'homme sur la photo son père. Il a promis qu'il suivrait ses traces et le retrouverait. La voix du recteur s'est fait entendre dans les haut-parleurs. Il a demandé si John Hakwa était présent. Tous les gens de l'université se mirent à chuchoter. Ils ont discuté de qui il s'agissait et comment lui, étant un tel génie, n'a pris que la 2e place. Kang Tae-yong haussa les sourcils de surprise. Il a demandé à une nouvelle connaissance qui était ce John Hakwa. Le même était un peu vexé car il avait déjà dit qui il était. Il s'agit du 2e petit-fils de Jang Jin, le chef de la secte Wudan, la plus puissante de Murim. Lee Ki-jok se figea une seconde. Il s'est rendu compte que Kang Tae-yong est-il plus fort que ce type? Il ne croyait pas ce qu'il venait de dire. Par derrière, quelqu'un s'est annoncé. Les 2 garçons tournèrent la tête pour voir de qui il s'agissait. Un homme de grande taille se tenait en face d'eux et leur faisait un signe de la main. Il n'était clairement pas amical. Ce jour-là, ils se rencontrèrent pour la première fois. Ils restèrent longtemps debout, sans se quitter des yeux. Kang Tae-yong ne pouvait même pas imaginer dans quel genre de problèmes il se retrouverait à cause de ce type. La voiture garée dans une ruelle sombre. Il n'y a aucune âme autour. 2 hommes étaient assis sur les sièges avant. L'un d'eux a demandé ce qu'il en était de « tu ». Le second lui montra une boîte contenant ses pilules. La version précédente avait de nombreux effets secondaires, mais le nouveau « tu » est d'un tout autre niveau. Bien que leur sécurité n'ait pas encore été testée, leur efficacité a considérablement augmenté. L'homme prit la tablette dans ses mains et réfléchit. L'homme sans visage écoutait la voix provenant du micro-écouteur. Il a demandé à transmettre l'information au responsable pendant qu'il discutait lui-même de la question avec le chef du service. Ayant accepté l'ordre, le seigneur immortel commença à travailler. Debout au bord du toit d'un immeuble de 20 étages, l'homme sans visage observait attentivement la silhouette d'un homme au bord de la rue. Il s'inclina tandis que la voiture s'éloignait avec l'homme dont dépendaient sa carrière et sa vie. Il semble que l'affaire soit presque conclue. L'homme sourit sarcastiquement. En regardant tout cela, les yeux du seigneur immortel pétillaient de colère. En s'éloignant, l'homme masqué sauta du bord du toit. Il s'envola à grande vitesse, ne regardant que sa cible. 2 collègues se tenaient dans le couloir, appuyés contre le mur. Un silence gênant planait dans l'air. Décidant d'égayer la situation, l'homme à la veste verte a partagé ce qu'il avait entendu de son collègue. On dirait que leur manager a réussi une grosse affaire. Ils rirent tous les 2. Son interlocuteur lui a demandé s'il parlait d'un nouveau « parti ». Soudain, des fragments de la fenêtre volent dans le couloir. Le seigneur immortel fait irruption dans le bâtiment à plusieurs étages. Il a 2 fourchettes à viande dans les mains. Des collègues, ne s'y attendant visiblement pas, sont tombés dans la stupeur. Utilisant les fourchettes comme poignards, l'inconnu fait des sauts périlleux et les lance directement sur les gars qui se tiennent devant lui. Sans avoir le temps de se remettre du choc, le poignard transperce quand même le visage d'un des gars, tandis que son collègue parvient de justesse à esquiver l'attaque. Le gars à la veste verte, suivant uniquement son instinct, a immédiatement attaqué l'étranger en criant fort, essayant de découvrir qui il était. L'employé transpercé par le poignard ne pouvait même pas bouger. Assis sur le sol froid du couloir, il se figea sous le choc douloureux. Un homme, lorsqu'il se prépare à frapper, utilise sa jambe pour frapper son adversaire à la tête. Il balance sa jambe de toutes ses forces. Le seigneur immortel, esquivant le coup, attrape le gars par la jambe. Un homme masqué enfonce ses doigts directement dans le visage du gars. Une main appuie sur sa tête, essayant de jeter l'ennemi sur le dos, et l'autre lui tire la jambe pour qu'il perde l'équilibre. L'employé tombe sur le dos dans un grand fracas.
Après avoir réalisé son plan, l'homme presse le gars contre le sol pour qu'il ne puisse pas se lever. En entendant du bruit dans le couloir, 4 hommes à la silhouette dense se précipitent. Leur regard est fixé sur la bataille en cours. Se rendant compte qu'il y a un intrus dans le bâtiment, un groupe de personnes se précipite pour l'attraper sans même comprendre comment il a pu passer à travers eux. Seul l'homme le plus grand entra tranquillement dans la pièce, décidant que ses gardes pourraient s'en occuper. Au regard du souverain immortel, on peut comprendre qu'il est prêt à les déchirer en morceaux. L'étranger a couru et a repoussé le genou du voyou qui courait vers lui. Il s'est cogné le genou directement au visage. Le sang commença à couler comme une rivière vivante, remplissant l'espace d'une tension et d'une adrénaline instantanée. Les autres gardes ont vu comment leur meilleur combattant était facilement vaincu par un gars mince, et leurs genoux ont commencé à trembler. L'homme masqué a fait un saut périlleux et a étendu ses jambes juste à côté des visages des gardes. Il a donné un coup de pied au gars en plein menton. Le sang jaillit de sa bouche à grosses gouttes, éclaboussant son visage. À la seconde où il a frappé l'autre homme en plein visage, lui tordant le cou, 2 gars sont tombés au sol avec fracas et une énorme douleur à la mâchoire, tandis que leur adversaire se tenait face contre terre. Exerçant ses poings, le chef regretta d'avoir engagé de tels idiots. Menaçant d'avoir une colonne vertébrale cassée, le voyou s'est précipité vers l'inconnu. Il se préparait déjà à une attaque de représailles. L'homme, tendant son poing, voulait briser la tête de l'ennemi avec, mais l'homme sans visage a réussi à l'esquiver, ruinant ainsi le plan. Le seigneur immortel, s'approchant rapidement du voyou, pose instantanément sa main sur son avant-bras et l'autre sur son dos. Utilisant sa main comme barre horizontale, l'inconnu se soulève du sol. Il fait un saut périlleux dans les airs, attrapant la tête de son adversaire. L'homme sans visage s'assit sur le carrelage et releva son genou pour faire face au voyou qui lui tombait dessus. Son adversaire tomba face première sur son genou. Du sang a jailli, beaucoup de sang. L'homme sursauta à cause d'une douleur si vive. Il semblerait que l'étranger se soit cassé le nez, alors que le voyou, se couvrant le visage avec ses mains, souffrait d'une douleur insupportable. Il ne soupçonnait même pas que le seigneur immortel se préparait à porter le coup final. L'homme sans visage se releva d'un bond et étendit déjà sa jambe pour frapper. Sa jambe s'envola dans les airs et atterrit avec un coup de pied précis, en plein dans le cou. Après avoir parcouru quelques mètres et détruit les 2 portes, l'ennemi est finalement vaincu. Il tomba épuisé, comme tous les gens présents dans cette salle, qui furent envahis par un homme masqué. La lumière de la victoire enveloppe les sans-visages. Il entre dans la pièce en passant par une porte cassée qui a été témoin de combat et de détermination. Les 4 personnes présentes le regardent avec mépris, comme s'il s'agissait d'une malheureuse erreur qui, pour une raison quelconque, s'est retrouvée ici, à leur place de choix. Ils échangèrent de brefs regards, comme s'ils discutèrent de la manière de se débarrasser rapidement de l'intrus indésirable. Le directeur général de Black Deaths, Kim Dong-hee, était assis dans son fauteuil tout en continuant à parler au téléphone, le visage enveloppé de perplexité. Subtilement, il haussa un sourcil, comme pour créer un point d'interrogation dans l'air, face à l'invité, momentané non-invité, qui apparut soudainement dans son bureau. Un type en pantalon de survêtement gris tient sa jambe sur un homme allongé par terre, l'empêchant de se relever. Il semble que leur collègue ait gravement offensé ses supérieurs et ait ainsi subi une humiliation. Un feu d'indignation et de rage brillait dans les yeux de l'étranger. Il ne pouvait rester indifférent à une telle humiliation et à l'impuissance d'une personne persécutée. Le seigneur immortel semblait voir un défi qui nécessitait une action décisive. Les 2 gars ont commencé à se moquer avec des sourires sur leurs visages. Un seul, mais tellement de bruit. Pourquoi l'homme sans visage a-t-il besoin d'un masque? S'est-il senti comme un héros? Kim Dong-hee a ri et a dit à son interlocuteur qu'apparemment une personne intrépide était venue les voir. L'homme, fumant un cigare, avait un plan en tête. Il s'est soudainement précipité sur l'invité, qui n'était pas au bon endroit. L'homme masqué, tel un serpent habile, s'éloigna rapidement. Celui qui s'est précipité à sa poursuite, étant enragé, n'a pas pu garder le contrôle de lui-même. Avec ses poings décisifs, il a soudainement brisé le sol plutôt que la tête de son adversaire. Le souverain immortel prépara son coude pour riposter, son mouvement si précis et confiant que même l'air autour de lui semblait chargé d'énergie. La force et la détermination brillaient dans ses yeux, et il était évident qu'il n'allait pas céder. L'étranger pointa son coude avec précision vers le dos de son adversaire, le faisant s'envoler un instant. Ce coup était si précis et puissant qu'il ressemblait à une vague de puissance,
balayant le corps de l'adversaire. Dans l'atmosphère calme de cet affrontement, sa victime sursauta, s'éloignant de ce coup inattendu, comme d'un coup de foudre. L'adversaire s'est soudainement précipité vers la porte, son mouvement était irréversible, et il semblait que la porte devant était devenue une destination imprévisible. L'homme sans visage n'a pas hésité, il est immédiatement passé à l'attaque suivante. Les yeux des deux gars, qui se moquaient il y a quelques minutes de l'homme sans visage, exprimaient quelque chose de complètement différent, la peur et l'anxiété. En essayant de savoir de quelle secte appartenait l'étranger, deux gars se précipitèrent droit sur lui à grande vitesse. Faisant des sauts périlleux dans les airs, le sans-visage se préparait à un coup décisif. Sa jambe se dressait, prête à porter un coup dévastateur à son adversaire, qui se précipitait vers lui avec une grande force. Avec son genou, le Seigneur immortel a frappé son adversaire directement au garrot, et ce fut un coup puissant et précis qui a privé son adversaire de force et d'équilibre. Le gars, comme sous l'influence d'une force inexorable, a soudainement perdu sa stabilité, et son corps est tombé impuissant sur le sol. Son ami était déterminé à se venger. Les deux hommes prirent position, prêts à porter le prochain coup. À ce moment, leur respiration s'accéléra et leurs regards furent rivés l'un sur l'autre. L'homme sans visage s'est avéré plus adroit que son adversaire, et en un clin d'œil, il a lancé un coup de pied directement dans le torse de son adversaire. Le directeur s'est retrouvé perdu, essayant de comprendre comment un homme avait pu pénétrer dans le système de sécurité et faire tomber sans pitié tous ses amis. Ce qui semblait auparavant être une conversation téléphonique calme est désormais passé au second plan, laissant la place à un événement soudain qui a changé la dynamique de la situation dans son ensemble. L'étranger, avec une force incroyable, a habilement projeté le gars en chemise bleue directement sur la table, et les meubles ont cédé à ce moment-là, se brisant sous la pression. Le bruit de la table cassée se répandit dans toute la pièce. Kim Dong-hee a décidé de se lever de sa chaise et d'aller à la rencontre de l'invité, décidant de lui poser la question de savoir qui il était. Pourquoi est-il venu ici? De quelle secte a-t-il été envoyé? Le manager se tenait dans une pose confiante. Le Seigneur immortel réfléchit un instant. Au lieu de dire qui il était, l'homme sans visage a commencé à donner des informations sur son interlocuteur. Il lui a dit son nom, son âge et pour qui il travaillait. Et, quelques instants plus tard, l'accusateur a ajouté que c'était Kim Dong-hee qui était l'un des coupables des troubles au sein de Murim. Sans visage a promis de devenir le juge de tous les coupables. Le manager était mécontent de cette accusation, et cela se voyait dans ses yeux qui pétillèrent de colère. Cette tournure inattendue des événements et l'étranger qui a attaqué ses amis ont provoqué en lui une tempête d'émotions. Avec un sourire narquois, l'homme sortit une pilule de sa poche et la porta à sa bouche. Ce même « tous » était déjà sur sa langue. Kim Dong-hee, menaçant son invité de le sous-estimer, a pris une pilule. Les yeux du souverain immortel étaient remplis d'une intrépidité absolue. Il n'y avait aucune place pour l'hésitation ou la peur dans ce regard. Soudain, la silhouette du manager a commencé à briller d'un feu bleu, et ses yeux ont commencé à briller, reflétant la chaleur intérieure de la colère. Toute son apparence semblait transformée, devenant l'incarnation de l'indignation et de la rage. Ses yeux, rouges de colère, étincelaient comme du charbon ardent. Un sourire moqueur apparut sur son visage alors qu'il menaçait sa vie si l'homme sans visage osait le combattre. Ses propos, remplis de mépris et de défi, soulignent sa détermination et sa volonté de prendre des mesures extrêmes. Il était prêt à attaquer. Sa jambe bougeait au-dessus de la tête de l'invité, comme l'ombre d'une menace mortelle menaçant d'une attaque soudaine. Le gérant, déterminé, était prêt à lever la jambe avec l'intention de renverser les jambes de l'inconnu et de le forcer ainsi à tomber. Il a attaqué avec 2 coups de poing rapides, mais ils ont raté. Le Seigneur immortel esquiva habilement comme s'il dansait avec puissance, détournant la menace sur son chemin habile. Esquivant 3 coups sûrs, l'inconnu était prêt pour une attaque de représailles. Il attrapa la main de Kim Dong-hee à 2 mains, comme pour montrer que le temps de la volonté et de la détermination était devenu un temps de contrôle et de maîtrise. Agrippant la main gauche du manager, l'homme sans visage lui a habilement donné un coup de genou directement dans le ventre. Sous l'influence d'un coup aussi violent, il s'est envolé à plusieurs mètres, comme une marionnette attachée à des ficelles. Du sang éclaboussa le sol, recouvrant instantanément sa voie de fuite. Grâce à de gros efforts, le manager, malgré l'énorme impact du coup, n'est pas tombé. Maintenant, ses yeux brillaient encore plus avec une détermination malveillante,
comme si les ténèbres de la haine avaient éclipsé tout doute. Il était complètement prêt à déchirer son adversaire. La puissance de sa rage dépassait toutes les limites. Levant la main devant son visage, Kim Dong-hee a menacé que le souverain immortel n'avait aucune idée de qui se trouvait derrière lui. Ténèbres du Dan. L'homme sans visage a pointé sa main vers l'ennemi et n'a crié qu'une seule chose. Annihilation! Envoyant instantanément une vague spirituelle vers son adversaire, elle se précipita avec une vitesse et une puissance extraordinaires, comme un flux de destruction indestructible. Sous l'influence de cette puissante vague spirituelle, l'ensemble du bâtiment se mit à trembler. Dans l'une des pièces, il semblait qu'une bombe avait explosé, et les vers, comme des flèches mortelles, volaient sur les passants, créant une atmosphère de chaos et de peur. Les passants étaient terrifiés. Leur cœur se serrait d'incertitude. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait peut-être d'une bombe, d'un terroriste ou d'un autre événement terrible, et à ce moment-là, leur esprit était rempli d'anxiété et d'inquiétude. Dans la rue, les gens criaient à l'aide et une atmosphère de chaos remplissait l'air. Depuis la scène de l'explosion, une fumée dense recouvrait tout autour, créant un voile sombre et mystérieux. À travers les décombres du mur, on apercevait la silhouette d'un homme clairement impliqué dans cet incident. Le souverain immortel se tenait avec confiance, comme une force inébranlable, regardant ce qui se passait, et sa présence évoquait un sombre pressentiment, comme s'il était un personnage clé dans tout cela. L'homme qui, il y a une minute, était prêt à attaquer, était maintenant mort. La moitié du haut de son corps n'existait tout simplement pas. Le sang coulait de son corps, tombant sur le sol, laissant des questions et de l'horreur partout. L'étranger le regardait sans aucune sympathie. Il était fier d'avoir puni le coupable, et dans ses yeux l'éclat d'un vainqueur, dont la détermination ne laissait aucun doute, créait une mystérieuse aura de vengeance. Le sang coulait comme une fontaine, enveloppant tout autour, comme un courant de vie vivant, mais il y avait quelque chose de terrible dans ce courant. Quelques gouttes tombaient sur les passants, les lavant négligemment d'horreur, créant un sombre souvenir qu'ils n'oublieraient jamais. Un ciel clair, des montagnes perdues dans les nuages et un petit village chaleureux au pied ont créé un paysage incroyable, comme un tableau incarnant le calme et l'harmonie de la nature. Près d'une des maisons, une habitante a commencé à couper du bois, en utilisant uniquement sa force et sa main. Sa force était telle que le bois de chauffage se divisait en deux d'un seul geste. Quelqu'un a appelé par derrière une belle fille aux yeux bleus, l'appelant maman. La jeune fille s'est retournée. Son fils se tenait à la porte. Ses yeux ne sont pas encore complètement ouverts après le sommeil. En bâillant, il demande ce qu'elle lui a préparé pour le petit déjeuner aujourd'hui. Elle était très ennuyée qu'il ne lui ait même pas souhaité bonjour et a décidé de poser cette question particulière. Se frottant les yeux après avoir dormi, Kang Tae-yong a expliqué son action comme un caprice naturel. Cela lui semblait très logique. La fille regarda le gaz attentivement. Elle était en colère contre lui. Hier, elle lui a clairement demandé de rentrer directement chez lui après la réunion des étudiants de première année. Après lui avoir demandé où il avait été toute la nuit, elle le regarda droit dans les yeux, comme pour exiger une réponse honnête. Le gars s'est gratté l'arrière de la tête avec incertitude, se demandant quoi dire. Il a admis savoir enregistrer une vidéo. Elle comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. En criant, elle a interrogé rhétoriquement son fils sur les techniques d'arts martiaux, qu'il a enregistré sur son foutu YouTube, avant de connaître la réponse. Le garçon décida de s'excuser, en disant que tout cela n'était qu'une publicité pour leur doyang. Elle ne se souciait pas de la publicité ou de quoi que ce soit d'autre. Elle a fermement soutenu qu'il ne devrait pas publier de telles vidéos. Les arts martiaux ne sont pas quelque chose dont il faut se vanter. Kang Tae-yong a essayé de faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une vantardise, mais d'une publicité. D'accord, de toute façon, après s'être officiellement inscrit à l'université de police de Murim, il ne pourra pas faire ça. L'hôtesse a continué à couper du bois. La force avec laquelle elle fait cela a fait reculer le gars, jusqu'à ce qu'il parte. Maman m'a demandé d'amener grand-père. Le petit déjeuner arrivera bientôt. Le gars marchait dans une rue déserte complètement plongé dans ses pensées. Kang Tae-yong, donnant des coups de pied dans les pierres, réfléchit à son désir de sauver le dojang. Pourquoi tout cela si sa mère ne fait que l'insulter? Quelqu'un a crié très fort. L'homme, sans cesser de crier dans toute la rue, s'est dirigé vers lui. Le gars était un peu en colère parce qu'il a demandé à s'appeler enseignant. Une fille aux grands yeux verts a crié qu'ils étaient dans la merde. Se curant le nez avec son petit doigt, le gars était perdu.
La fille n'est qu'à l'école primaire, mais elle s'exprime déjà ainsi. Il lui a quand même demandé ce qui s'était passé. Une femme debout devant le dojang a crié à un homme âgé qu'elle emmenait son enfant. Elle était furieuse parce qu'elle avait inscrit son enfant à des cours il y a 6 mois, et pendant ce temps, il ne pouvait même pas se tenir debout normalement. La femme espérait qu'il ferait de son enfant un véritable artiste martial. Accusant qu'il n'était qu'une bande d'escrocs, la jeune fille a commencé à attendre que le maître commence à s'excuser. Un sourire apparut sur le visage de l'homme. La femme a continué à crier pour qu'on lui explique pourquoi cela s'était produit. Kang Tae-yeon et la fille ont regardé cette scène. Le gars renifla. Il pensait que quelque chose d'important s'était produit, mais ce n'était qu'une autre plainte. La jeune fille lui a répondu que si elle partait, Oppa deviendrait mendiante. Kang Tae-yeon toucha légèrement le dos de la fille en colère avec sa main. Il lui a demandé si elle refuserait de parler. Le gars rayonnait. La fille sourit narquoisement, lui demandant s'il était cet Oppa pervers dont Yichi n'arrêtait pas de parler. En pensant aux paroles sur le pervers, le gars se tourna vers la fille, qui essayait déjà de ne pas le regarder. Kang Tae-yeon a assuré qu'il s'agissait d'une sorte de malentendu, car il est le maître du clan des esprits rapides. Kang Tae-yeon. Se tournant vers la dame, il lui demanda si elle connaissait l'histoire de leur dojang éculé. La jeune fille, ne s'attendant visiblement pas à une telle impudence, demanda à nouveau. Tous les carreaux étaient fissurés et dans un état déplorable. Les fenêtres et les portes ont commencé à pourrir. Le gars a prédit ce qu'elle pensait. Comment peut-on apprendre quoi que ce soit dans un tel endroit? Cet endroit ancien et en ruine est un symbole de la technologie spirituelle la plus ancienne. Les gars, se préparant avant les cours, espionnaient toutes ses performances. Certains ont dit qu'il était meilleur au combat qu'en arts martiaux, tandis que d'autres ont dit qu'il était également bon au combat. La jeune fille, en y réfléchissant, a décidé de changer d'avis après avoir entendu cette histoire. Le gars n'a cessé de répéter que c'était l'une des raisons pour lesquelles le dojang existe toujours. Tous ceux qui ont étudié au dojang sont entrés dans la meilleure université de police de Murim. Le gars a fourni la liste. La jeune fille, en le voyant, ne put contenir sa surprise. Elle n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles, qu'il y avait autant de candidats dans ce vieux dojang. Le gars a continué en racontant que chacun, les 34 générations, étaient les meilleurs étudiants. Ne manquant pas une occasion de se montrer, Kang Tae-yeon a noté qu'il était l'un d'entre eux. Tout en emballant le paquet, il réfléchit à ce qu'il pourrait montrer à la dame. Technique secrète du clan des esprits tristes. Kang Tae-yeon a avancé ses 2 mains et a commencé à jouer. Rassemblant une puissante énergie spirituelle, il envoya une vague vers l'arbre. L'arbre a fendu ses racines avec une explosion, et les feuilles, comme des papillons multicolores, se sont dispersées dans différentes directions. La puissance de ce coup faisait trembler tout le monde autour de lui. Ils cachaient leurs yeux du mieux qu'ils pouvaient, se cachant derrière les manches de leurs vestes. Seul le maître restait immobile, debout, observant attentivement sans dire un mot, plongé dans ses pensées. Il n'y a plus d'arbre à cet endroit. Il ne reste qu'un petit fragment de tronc, à peine enfoncé dans le sol. La jeune fille n'a pas pu se remettre du choc qu'elle a vu. Le gars l'a calmée, lui promettant que si sa fille poursuivait ses études, il pourrait lui enseigner les mêmes compétences, et elle deviendrait l'une des meilleures étudiantes de l'université de police de Murim. La jeune fille rayonnait à l'idée que sa fille puisse apprendre tout cela. Après avoir demandé à nouveau si cela était vrai, le gars y a réfléchi et a déclaré qu'une telle formation n'était enseignée que dans une classe spéciale, accessible uniquement à quelques privilégiés. Ses yeux brillaient, suppliant d'inscrire sa fille dans cette classe. Elle pensait que cela pourrait être une opportunité incroyable pour son enfant, et elle était prête à travailler dur pour y parvenir. Après avoir donné beaucoup d'argent, la mère et la fille étaient heureuses et sont rentrées chez elles, sentant qu'elles avaient fait un pas important vers un avenir plein de possibilités. Kang Tae-yeon et son grand-père sont rentrés chez eux pour prendre le petit déjeuner. Le maître se tourna vers son petit-fils. Concernant la vague spirituelle, le gaz était déjà tendu, se préparant à une conversation sérieuse. Il était en colère. Les techniques des esprits démoniaques ne doivent pas être montrées. Le gars a touché l'épaule de son grand-père et lui a demandé de mieux l'examiner. Montrant une photo d'une jolie fille, il a demandé « N'est-elle pas une beauté ?» Kang Tae-yeon, d'après la réaction du maître, pensait déjà que son plan avait échoué. « Elle est trop belle. » L'homme regardait fixement le téléphone avec embarras. Un cri inattendu qui les prit par surprise. La mère de Kang Tae-yeon a crié, demandant où ils étaient depuis si longtemps. Après avoir demandé quel genre de caractère avait sa fille, ils entrèrent péniblement dans la maison. Tout le monde a apprécié son premier repas. Maman a dit qu'elle avait déjà commandé un uniforme pour l'université.
Le gars a été très surpris. Cela ne lui ressemble pas. La mère a déclaré avec fierté que depuis que son fils est devenu le meilleur étudiant de l'université, ses préoccupations sont sa priorité. Le gars était content que sa mère le reconnaisse comme le meilleur élève. Ma mère s'est moquée de moi et l'a traité de gamin. Il y avait des nouvelles à la télévision. Des terroristes avaient posé une bombe dans l'un des immeubles de Murim la nuit dernière. L'équipe de police enquête déjà sur cette situation. Le criminel est toujours en liberté. Que fera la police de Murim? Il a également été rapporté que le directeur Kim, le directeur de la faction Black Death, était décédé sur le coup. Les regards de ceux qui étaient assis dans la pièce étaient fixés sur la télévision. En entendant cela, le gaz a commencé à s'étouffer fortement. La mère a regardé attentivement son fils et lui a demandé avec espoir s'il était impliqué dans cette affaire. Les yeux bleus du gars regardèrent sa mère sans le quitter des yeux. Il fit une pause, réfléchissant. La sonnette sonna. Cette surprise a donné la chair de poule à toutes les personnes présentes. Kang Tae-yong, criant à celui derrière la porte qu'il arrivait déjà, se leva de table. Maman ne le quittait pas du regard sérieux. Ayant dit qu'il parlerait à plus tard, le gars s'est dirigé vers la porte. Il y avait une voiture de police dans la rue. 2 policiers se tenaient à l'entrée, attendant les propriétaires. Le gars leur est venu calmement. Le policier souriant a demandé s'il était Kang Tae-yong. Il acquiesça positivement. Elle a demandé à les accompagner au commissariat. Le gars a demandé avec hésitation pourquoi. Un autre homme de loi a répondu qu'il était le principal suspect de l'attaque terroriste survenue la nuit précédente. Le gars était confus. Il a demandé sur quelle base il était détenu. Le policier, interrompant son intérêt, a déclaré qu'il discuterait des détails au commissariat. Le policier, s'adressant poliment au suspect, a déclaré avoir trouvé des informations suspectes sur sa chaîne YouTube. Quoi qu'il soupçonne de lui, il devrait les accompagner encore plus. Cela ne prendra pas longtemps. N'ayant pas le temps de finir, l'homme se figea d'horreur. La main de la mère de Tae-yong était dirigée vers son cou. Elle voulait savoir qui ils étaient. Lorsque le policier a ri, la jeune fille a soudainement mis sa main dans un étranglement. Son fils a essayé de la joindre pour qu'elle laisse partir le policier. Courant vers elle pour l'éloigner du policier, Tae-yong a dit qu'il voulait juste lui poser quelques questions. Elle regarda son fils avec surprise. Un autre policier a décidé d'intervenir dans tout cela. Il l'a menacée en lui disant que si elle ne laissait pas partir son partenaire, ses actes seraient alors considérés comme une attaque contre le policier. Le gars l'a fait signe et a envoyé sa mère dans la maison en lui disant qu'il reviendrait bientôt. La main de la mère commença à briller. Elle voulait déjà tout détruire sur son passage, mais elle a réussi à se calmer, puis la voiture avec Tae-yong est partie. En soupirant, elle s'est contentée de surveiller la voiture pendant qu'elle s'éloignait, mais elle n'est pas la seule à regarder. À ce moment-là, un inconnu l'observait, la regardait à travers le portail. Le gars soupira de soulagement. C'était serré, bien sûr. Maman a presque époustouflé tout le monde. Tae-yong se tourne vers le policier, lui disant qu'il devrait lui donner une compensation pour cela. À la même seconde, le policier frappe le point souhaité d'un coup ciblé et immobilise le type. Tae-yong est perdu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Grimaçant de douleur, le gars s'assoit et essaie de dire un mot. Au même moment, le faux policier remarque la bonne intuition de la mère du type. Sentant son emprise, le gars a littéralement mouillé son pantalon. Et finalement, ayant fini de tripoter la seringue, le policier se lève d'un bond et injecte du Tae-yong. Tae-yong, regardant tout ce qui se passe, est complètement perplexe. Que se passe-t-il? Les actions sont transférées à la formation vidéo du gars. Il salue ses partisans en leur disant qui il est. Tae-yong est le maître du clan Morning Spirit. Tous ses étudiants occupent les meilleures places à l'université de police de Murim. En montrant ses capacités, le gars a clairement montré à tout le monde ce qu'il pouvait faire. En fait, c'est la technique standard de chaque élève de son clan. Mais malheureusement, il s'agit d'une technique très complexe et combinée que les débutants ne pourront pas maîtriser tout de suite. D'une manière ou d'une autre, le gars veut dire que dans son clan, ils seront préparés, de sorte qu'au moment où ils obtiendront leur diplôme, ils pourront le répéter. Cette technique est idéale pour n'importe quelle bataille. À ce moment-là, il montre à nouveau la technique permettant d'exécuter cette capacité. Le gars ne s'en soucie même pas. De plus, Tae-yong en souriant dit que cette technique utilise très peu d'énergie. Elle peut donc être utilisée plusieurs fois. Quelqu'un regarde finalement la vidéo jusqu'à la fin en disant que ce type est fou. Le gars en costume rouge corrige Tae-yong, disant qu'il s'agit en fait d'une technique d'esprit démoniaque. Il y a aussi un videur à côté de lui. L'homme au costume rouge est l'un des 4 grands gardiens de l'Alliance Noire peu orthodoxe, Jin Yong-byom. Il se tourne vers le videur et lui demande qui il a envoyé après ce fou.
Son acolyte Oh Yong-gu lui répond. Il dit que Moon Dae-sung et la vipère ont été envoyés après le garçon. Shin regarde attentivement son acolyte. Ayant reçu l'ordre de se pencher, Oh Yong-gu exécute sans hésitation l'ordre du patron. Il met la main sur sa tête et serre. Il dit qu'il a demandé de ne pas les expulser, car ils sont capables de le tuer, et il a besoin de lui vivant. D'une voix tremblante, l'homme de main lui dit qu'il a décidé ainsi, parce que leur cible occupe la première place, dans la génération des étudiants policiers de Murim. Ne sachant pas quoi dire, Jin pose sa main sur sa tête et soupire profondément. Il dit à son acolyte de les appeler au plus vite. Il doit les avertir que Jin Yongbyom lui-même viendra vers eux. Et encore une fois l'action continue. Devant nous, nous pouvons voir une sorte de repère avec des méchants. Mais quelque chose d'incompréhensible se produit. Une fissure commence à sortir du mur. De l'autre côté, quelqu'un se dirige vers eux. Taeyong vole contre le mur. Il est couvert de sang. En posant son pied sur la poitrine du type, l'un des pseudo-policiers le force à parler. D'une voix calme, il dit à Taeyong de se réveiller. À ce moment, le gaz est assis et ne montre aucun signe de vie. Un autre policier, plus gentil, dit que, pour une raison quelconque, il est impoli avec lui, mais qu'ils peuvent simplement avoir une conversation civile. Perdu dans ses pensées, Taeyong se demande pourquoi il ne peut pas utiliser son pouvoir. C'est probablement à cause de la chose qu'ils lui ont injectée dans la voiture. Et puis le gars lève enfin les yeux. La police est heureuse de voir qu'il s'est enfin réveillé. Malheureusement pour le gars, l'un des méchants confirme ses réflexions sur les raisons pour lesquelles ses pouvoirs ne fonctionnent pas. C'est précisément parce qu'il s'est injecté une drogue qui supprime complètement la capacité d'utiliser le QI. Ayant décidé d'avoir une conversation civile, le gars s'assoit par terre et ouvre la valise qu'il portait constamment avec lui. La valise elle-même contient des 1000 pattes venimeux mortels. Ces créatures peuvent instantanément dévorer tous les organes et les empoisonner par-dessus le marché. Quelle horreur! L'un des méchants frissonna à toutes ses pensées. Moon Dae-sung se tourne vers Viper, lui rappelant ce que leur patron leur a dit. Le gars crie en disant qu'il sait ce qu'il fait. Il voulait juste lui faire un peu peur. Décidant d'arrêter ce qu'il faisait, Viper ne frappe pas durement le gaz au visage. À ce moment-là, il devient si sérieux que cela vous coupe le souffle. Le gars demande où se trouve le trésor de l'esprit démon. Taeyong, respirant même à peine, dit qu'il ne sait pas de quoi il parle. Souriant largement, la vipère dit que le gars n'a apparemment pas compris. Il saisit avec force le gars par le visage et ouvre la bouche. Taeyong voit une très jolie image devant lui. Viper dit qu'il voulait tout résoudre culturellement, mais le gars le force à faire ce qu'il ne veut pas. Il tient dans ses mains un scolopendre mortel. Toute blague mise à part. Sur le moment, il fait toujours ce qu'il voulait. Il met un énorme scolopendre dans la bouche du gars. Il prend tout ça pour s'amuser. Il aime regarder les gens souffrir. Moon Dae-sung les regarde et n'intervient pas. Eh bien, la vipère décide de poser une deuxième question. Il demande au gars où il a appris les arts martiaux du souverain immortel. Taeyong, assez épuisé, continue de dire qu'il ne sait rien. Fatigué de regarder tout cela, Dae-sung intervient quand même. Il donne un coup de pied au gars, au visage de toutes ses forces. Il lui demande de ne pas les tromper. C'est étrange qu'il dise maintenant qu'il ne sait rien, tout en montrant ses capacités au public. En frappant à nouveau le gaz au visage, il perd la tête. Il continue de parler des arts martiaux du souverain immortel, essayant d'apprendre quelque chose de Taeyong. Et maintenant, l'action se déplace dans le passé. Le petit garçon est plein de détermination. Il court quelque part. En regardant les gars forts, il savait qu'il voulait devenir un grand artiste martial. Mais malheureusement, des jours heureux qui réalisent les rêves d'un petit garçon et avec lui les rêves de ses frères et camarades, ont été complètement détruits par cet homme. Le souverain immortel a tué sans pitié ses camarades, sans aucune raison. Le chemin qu'il a parcouru a été peint de la couleur du sang et de la chair. Mais ses frères, avec des rires grotesques, du sang déchaîné, de la chair dispersée et des cris d'agonie, tout cela s'est produit exactement cette nuit-là. Des centaines de corps torturés gisèrent sur le sol et ne bougèrent pas. Un seul garçon a survécu, mais même les morts l'enviaient certainement. Personne ne voudrait voir ce qu'il a vu alors. Le Seigneur immortel n'est pas un humain. Il est littéralement un démon. Ayant vu ce démon, le gars ne pourrait jamais l'oublier. Il est resté au plus profond de mon âme. Et nous voilà de retour à la réalité. Taeyong continue d'être battu, car il n'ose pas parodier le Seigneur immortel. Moon Dae-sung délivre coup après coup. Il ne reste plus grand-chose de ce type en vie. Le pauvre Taeyong tient bon de toutes ses forces. Finalement, le voyou est arrêté. Une voix derrière lui appelle Dae-sung, et cela le fait littéralement sursauter. Viper rappelle qu'ils ont toujours un ordre du patron. Ils ne peuvent pas simplement tuer le gars.
Daesung soupire de colère. Il s'excuse. On dit qu'il se souvient encore de ce jour. Le jour où il a rencontré pour la première fois le Seigneur immortel. Viper tapote l'épaule du gars et dit qu'il le comprend. Il se demandait comment il pourrait arranger la situation avec le visage de ce type. Ce n'est pas seulement que le patron ne le reconnaît pas, il est fort probable que même sa propre mère ne le reconnaisse pas. De Viper s'écarquillèrent de perplexité, il ne croyait pas ce qu'il voyait. Taeyong, qui venait de rester allongé là sans aucun signe de vie, fut capable de se relever. Le gars dégage un pouvoir qui ne peut venir que d'une seule personne. Taeyong demande s'ils ont fini ou peut-être qu'ils vont encore le battre. Avec beaucoup de difficultés, le gars s'est levé, littéralement tout lui faisait mal, mais cela est passé au second plan. Il était complètement englouti dans un feu rouge, comme si la chaleur interne se préparait à se répandre. Viper sourit. Tellement persistant, toujours debout même après avoir avalé un insecte venimeux mortel. Le gars a regardé ses mains. Dans ses pensées, il pensait que c'était à cause de cette injection que tout son QI s'était presque complètement dissipé. Ses yeux remplis de folie, représentant le pouvoir mystique. Le gars s'est levé. Souriant effrontément, la vipère continue de demander comment il peut aller bien après avoir avalé le scolopendra venimeux mortel. Taeyong, couvert de contusions et de cicatrices, avait l'impression que tout son corps était en feu. Vous ne pouvez rien y faire. Prenant position, le gars se concentra. Il pressa ses pouces contre son ventre. Rassemblant sa volonté, il décida de recréer les derniers vestiges du véritable pouvoir du QI qui résidait encore en lui. Allait se battre uniquement avec du ki externe. Le gars brillait d'un feu bleu, sa volonté d'attaquer était absolue. Moon Daesung était confus. Il savait qu'il avait une bonne endurance, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si bonne. Comme s'il était impatient de rejoindre la bataille, l'homme commença à dire qu'il aimerait voir de quoi son adversaire était capable s'il était capable d'utiliser l'énergie chi. Il se précipitait déjà vers lui à grande vitesse, tel un tourbillon effréné, prêt à tout détruire sur son passage. Le gars a porté le premier coup, visant puissamment droit dans le visage. Les verres se sont brisés en morceaux sous la force du coup. Le gars a fait un signe de la main directement à l'homme, et il a volé à travers la pièce comme une poupée, tombant avec une force incroyable. Moon Daesung a brisé le mur avec lui-même, son partenaire, serrant fort les dents, a essayé de contenir la tempête d'émotions. À cause du trou qui s'était formé dans le mur, il est devenu clair combien de poussière s'élevait et se dispersait comme un nuage magique, obscurcissant toute la vue. Viper se demandait comment cela était possible. D'un seul coup et mortellement empoisonné. Un groupe de gars a regardé leur collègue épuisé, l'appelant Daesung Hyun Nim. En criant son nom, ils essayèrent de le réanimer, en lui secouant les épaules avec agitation. Les 4 garçons ont attaqué Kang Taeyong, les yeux brûlants de vengeance pour ce qu'il avait fait à leur ami. Le gars les regardait avec toute la colère, ses yeux étaient dépourvus de la moindre goutte de peur. Un coup instantané, précis et puissant, tomba sur la mâchoire de l'homme. Son visage devint immédiatement ensanglanté, créant un contraste pittoresque mais impitoyable avec les couleurs environnantes. Le gars, en équilibre sur une jambe, a frappé en l'air et a instantanément fracassé la mâchoire de son adversaire. Il semblait flotter dans les airs, sa douleur devint incroyablement vive. Un instant plus tard, il atterrit au sol, la silhouette battue par la bataille, mais l'âme brûlante du feu de la détermination. L'homme suivant avait déjà lancé son poing avec une rapidité étonnante vers son adversaire, ricanant comme s'il doutait qu'un homme dont la tête saignait si abondamment soit capable de faire quoi que ce soit. Kang Taeyong a habilement esquivé le poing et a immédiatement répondu en frappant son adversaire au cou avec son coude. À ce moment-là, 2 hommes qui rêvaient de se jeter sur le bonhomme coururent vers lui, prêts pour une nouvelle attaque. Poussant l'homme au sol, le gars était prêt à faire de même avec le suivant. Il a opté pour un geste audacieux et a frappé un homme armé d'un bâton en plein côté, au moment où il essayait de lui écraser la tête avec le même bâton. Après avoir fait perdre l'équilibre à l'homme, l'étudiant a fait un saut périlleux dans les airs et a commencé à attaquer le dernier membre de la bande qui volait vers lui. Alors qu'il était encore en l'air, l'homme a frappé l'homme d'un coup puissant à la tête, le faisant tomber mollement au sol. L'homme avec le bâton s'est levé et l'a balancé à nouveau, se moquant du fait que le gars n'était qu'un gamin, et essayait de les chatouiller. Il a lancé la batte directement dans le dos du gars, et le sang a jailli dans toutes les directions, créant un moment de peur et de tension. Le visage du gars était déjà déformé par la douleur instantanée, et il se figea sur place, se résignant à ce coup douloureux. Ses yeux pétillaient de colère comme 2 anneaux de feu. Malgré la douleur, une détermination inébranlable à relever ce défi s'allumait dans son monde intérieur. Ce regard transperça l'homme jusqu'aux os.
Puis il réalisa que la fin était venue pour lui, et la peur le saisit, comme si la main froide de la mort avait touché son âme. Le gars s'est précipité vers l'homme à grande vitesse, lui frappant le visage avec sa main. Il a réussi à plaquer l'homme directement contre le mur avec une force énorme, démontrant ainsi sa puissance indéniable. La tête de l'homme a percé le mur. Taeyong, criant qu'il veut mourir, s'approcha de lui, prêt à relever tous les défis dès maintenant. La vipère était choquée. Ils l'ont sous-estimé, estimant qu'il était trop jeune et incapable de résister longtemps. Mais il avait prouvé qu'il était capable de tenir si longtemps en utilisant uniquement le pouvoir externe du QI, que leur propre négligence est devenue son arme. Cependant, il s'agit en fin de compte d'un insecte venimeux mortel. Même s'il y en avait un, il était quand même 10 fois plus puissant qu'un poison ordinaire. L'homme pensait que Taeyong atteindrait bientôt ses limites. Les 4 hommes se précipitèrent à nouveau sur l'ennemi, prêts à attaquer à tout moment, tels des prédateurs affamés ciblant leur proie. Le gars à la veste verte a été le premier à oser attaquer son adversaire. Kang Taeyong a bondi et a rapidement attrapé le gars, démontrant sa vitesse et sa force. Il a fait un saut périlleux à 360 degrés, s'est précipité en avant et a donné un coup de pied aux 3 attaquants, comme un tourbillon de destruction et de puissance. Il prit la tête de l'homme dans ses mains fortes, en la serrant fort. Il a enfoncé sa tête directement dans le sol. Ses yeux étaient pleins de détermination et de volonté de se battre jusqu'au bout, comme si la flamme d'une volonté inextinguible brûlait en lui, pour ne pas se laisser retenir et pour gagner à tout prix. Une mare de sang se répandit doucement sur le sol froid, combinant les éléments de la vie et une fraîcheur impitoyable. Le corps de Kang Taeyong s'est lentement refermé sur le sol, comme si le poison commençait à se répandre dans ses veines, révélant de manière inquiétante sa force de sang-froid. Comme pour la dernière fois, il décide de rassembler toute la puissance du QI externe. Il faut qu'il se dépêche, il n'arrivera peut-être pas à temps. Le gaz avec le couteau a attaqué Kang Taeyong épuisé, pensant qu'il avait dépensé toutes ses forces. Sur le point de lui percer le corps, le gars lui a lancé le couteau directement dans le ventre. Taeyong esquive et attrape le gars. D'un coup de pied puissant, il frappe le gaz au torse, et il s'envole dans les airs, poussant un grand cri de douleur inattendue. Se tenant à 2 mètres l'un de l'autre, l'homme, lui souhaitant la mort, a voulu se venger du coup précédent, préparant son poing pour l'attaque. Faisant un bond brusque vers l'homme, Taeyong s'accroupit immédiatement et esquive le coup. D'un puissant coup de poing, le gars frappe avec précision le foie de son adversaire, le faisant tressaillir sous une douleur inattendue. Avec 2 coups rapides, le gars frappe sans pitié la mâchoire de son adversaire, provoquant une cascade de sang. Soudain, dans le silence de la salle, un coup de sifflet retentit, traversant l'air comme une lame. Le son d'un rythme qui approche accompagne de manière menaçante ce moment tendu. L'adversaire balança la batte vers Taeyong avec une grande vitesse. Il réussit à esquiver instantanément, rendant son adversaire encore plus en colère. Après avoir accéléré, le gaz a fait un saut périlleux dans les airs. Après avoir atterri violemment sur la tête de l'homme, il l'a frappé avec son genou. Avec son genou fermement appuyé sur la tête de son adversaire, le gars l'a projeté puissamment sur le sol en pierre, accompagné d'un rugissement. Sous leur poids, la surface de la pierre s'est brisée en morceaux. À peine debout, le gars n'a pas remarqué que l'un de ceux qui l'avait battu se préparait déjà à porter le prochain coup. Le gaz était tourmenté par la douleur, et il ne pouvait plus tolérer la façon dont le scolopendre le rongeait de l'intérieur, rongeant sa volonté et sa force. Soudain, un homme armé d'un couteau a couru vers l'homme courbé de douleur par derrière. La vipère, avec un sourire malicieux sur le visage, enfonça le couteau dans le dos de l'homme, tel un serpent noir exécutant sa danse mortelle. Après avoir avoué que c'était la première fois qu'il voyait une personne capable de se battre, ainsi même après avoir mangé un insecte mortel et venimeux, il a demandé à ne pas être considéré comme un lâche. C'est ainsi que fonctionne la vie. Le gars, saignant, s'est échappé de ses mains. L'homme s'est immédiatement dirigé vers le gars. Demandant pardon au patron, l'homme sortit 2 poignards pointus de sous les manches de sa chemise, se préparant pour la bataille décisive finale. Le gars a dit qu'il voulait le tuer. Il croisa les bras, tenant ses poignards en avant. Le sang coulait à flot sous le gars, une mare de sang se formait sous lui. Le sang du gars a commencé à briller d'une flamme violette. Épuisé et blessé, il brûlait d'une flamme violette, comme si les derniers restes de ses forces avaient fusionné avec ce feu mystérieux, créant autour de lui une atmosphère de force et de détermination incroyable. Soudain, il fit si froid. L'homme était terrifié. Il remarqua que quelqu'un se tenait derrière lui, quelqu'un qui surveillait attentivement ce qui se passait, prêt à intervenir dans la bataille. Au milieu de l'atmosphère terrifiante,
Un groupe d'hommes frappés gisait dispersés dans différents coins. Le gars a perdu ses dernières forces. Son corps chancela vers la gauche, comme s'il était ivre de fatigue et de douleur. Il continuait à chanceler dans différentes directions et avait du mal à faire des pas. Abasourdi, le type commença à s'évaporer. Le démon apparut soudain, flottant dans les airs, entièrement constitué de feu violet. L'action va un peu plus loin. Dans le temple, sous la douce lumière du soleil, la jeune fille s'inclina profondément devant la statue de Bouddha. Cette fille appartient à l'ancienne famille des esprits Mao. Alors qu'elle commençait à exécuter la danse, elle prononça les mots. La nuit du salut, lorsque l'esprit vengeur du démon reviendra dans notre monde, ils rouvriront les yeux. À ce moment-là, la statue trembla et des lumières s'allumèrent autour d'elle. Le réveil a commencé. La statue commence à se fissurer et à émettre de la lumière. Et puis l'explosion. Les fragments volent dans des directions différentes, tandis que la grand-mère est assise au milieu des ruines. Elle dit que l'esprit démoniaque est revenu. La fille qui l'a libérée est d'accord avec ses propos. Enfin, grand-mère reverra le visage du foutu excentrique. En se levant, elle dit qu'il est temps de partir. L'ancienne princesse spirituelle s'est réveillée. Il est temps de se venger. Et enfin, la voiture du chef arrive au garage. Il s'arrête dans l'attente de voir l'héritier du seigneur immortel. Jin est surpris que personne ne soit venu à sa rencontre. Oh Young est perplexe, car en effet, quelqu'un a été obligé de venir à leur rencontre. Pour une telle situation, il reçoit une tape sur la tête de son patron. Il demande de toute façon ce qu'il leur enseigne. Oh Yongu répond que ce n'est pas du tout sa responsabilité. Jin entre dans le garage avec les mots que chacun d'eux recevra désormais pour ne pas partir. Une image très étrange se présente devant eux. Chacun des membres du gang gît inconscient sur le sol. De toute évidence, il y a eu un massacre ici. Jin et Oh Young regardent autour d'eux pour essayer de trouver au moins quelqu'un qui leur expliquera la situation. Personne ici. Jin demande à son acolyte pourquoi ils ont tous été battus, mais lui-même ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis ils entendent quelqu'un perplexe. Le génie se dirige instantanément vers le pauvre garçon roué de coups qui se tord de douleur. C'est là que réside la vipère. Il s'agenouille et commence à s'excuser. Il dit qu'il l'a tué. Il l'a définitivement empoisonné avec un poison mortel. Il a vu le type mort de ses propres yeux. Mais il est toujours en vie. Frappant Viper au visage, Jin lui dit d'expliquer toute la situation plus clairement. Continuant à essayer de faire revivre Viper, Jin lui demande d'expliquer ce qui s'est passé. Le gars continue de parler de quelque chose. Et puis il se met à crier. Il suggère qu'en fait ce type n'était pas une personne au départ, un démon. Ce type est définitivement un démon. Jin le regardait, ne comprenant pas de quoi il parlait. Il se tourna par-dessus son épaule gauche. Devant lui, il pouvait voir un mur brisé et des serviteurs inconscients. Puis il regarda par-dessus son épaule droite. Là, vous pouviez voir l'endroit où Taeyong était initialement imprimé, et maintenant un autre des méchants gisait à côté de lui. Après avoir vérifié absolument tout le monde, Oh Yongu rapporte au patron que tous les employés, y compris Moon Dae-sung, sont inconscients. Jin ne sait pas quoi dire. Réalisant soudain quelque chose, une pensée lui vient. Il demande à son acolyte d'appeler le clan des assassins. Il demande pourquoi le clan assassin. Jin lève les yeux et montre les dents. Celui qui était ici était le souverain immortel. Il en est sûr. Et encore une fois, les informations parlent de terroristes qui ont posé une bombe dans l'un des bâtiments. La faction dirigeante de la secte Murim de la peste noire, M. Kim, est décédé. La tasse a volé et s'est cassée sur l'écran. Il a été jeté par un élégant blond aux yeux bleus. Ils sont dans une pièce. Il y a un gars allongé sur la table. Gardant ses pieds sur la tête du type inconscient, la leader demande un protocole. Un de ses serviteurs commence à parler. De distributions de Séoul ont presque toutes brûlé au cours du mois dernier. À ce stade, il l'interrompt et demande s'il pense vraiment qu'il voudra entendre des nouvelles sur les lignes de distribution de Séoul qui ont été détruites. Dans un mois, il serait possible de trouver plus d'informations sur ce qu'il faisait pendant tout ce temps. C'est tout ce qu'il dit. Vice-chef du clan assassin, Sébastien. Ses serviteurs restaient cloués sur place. Chacun d'eux essaya encore une fois de ne pas respirer. Sébastien frappa à nouveau le gaz à la tête de toutes ses forces et commença à l'interroger. Sébastien s'intéresse à la question de savoir quel genre de gars a commis l'attaque terroriste dans le bâtiment où il se trouvait. Celui qui l'interroge se trouvait sur les lieux des faits. Le gars ne veut pas commencer à dire quelque chose, mais Sébastien ne l'entend pas bien. En appuyant plus fort sur sa tête, le type finit par parler normalement. L'auteur de l'attaque terroriste était seul.
Il portait un masque pour ne pas voir son visage. Il ajoute également que cet étranger était un maître inégalé dans son métier. Et encore une fois, de toutes ses forces, Sébastien donne un coup de pied au gars à la tête. Il s'intéresse à combien il doit s'immerger dans cette affaire pour que ses plans ne soient pas détruits à cause de certains pions, comme celui qui traîne sur sa table. Alors que le type se plaint de sa situation, un de ses acolytes l'interrompt. Il est venu m'annoncer des nouvelles. Il informe le vice-chef que les 50 dernières boîtes de pilules TUS ont été livrées ici. Le patron demande à apporter un échantillon. Et donc Sébastien met une des pilules dans sa bouche. Il a ressenti toute la puissance du nouveau modèle. Un des représentants commença à parler de ce spécimen. Par rapport à la précédente, l'accumulation d'énergie interne d'une personne adulte a augmenté de 30%, c'est-à-dire que l'effet lui-même a augmenté de 25%. La fréquence des effets secondaires elle-même a diminué de presque de 40%. C'est donc l'un des meilleurs spécimens. Sébastien pétillait. Finalement, il a trouvé la fête parfaite. Avec lui, il se sent comme un dieu. Le gars balance les bras et, de toutes ses forces, il frappe le gars allongé sur la table. Le sol se brise, tout comme la tête du type. Les sbires regardent sous le choc ce qui se passe. Leur patron a cassé la table en fer comme si elle était en carton. Est-ce vraiment l'effet de ces pilules? Il pensait que s'il mangeait le même, il pourrait aussi. Comme prévu de Daeho Young-nim, il peut utiliser cette instance dès maintenant. Sébastien aime la sensation et la puissance de l'as. Le gars donne des instructions à l'homme de main. Il est temps de relancer l'activité, mais maintenant de doubler le prix à l'Est. Il a donné l'ordre de le remettre aux personnes qui participeront aux prochaines batailles. Le gars prenait les commandes. Le secrétaire entra dans la pièce et informa le chef qu'une commission importante de l'Alliance Noire peu orthodoxe était arrivée. Sébastien fut surpris. Enfilant sa veste, le type quitta la pièce. Ses acolytes l'accompagnèrent en s'inclinant bas. Les gars de l'Alliance ont dit qu'ils devaient leur donner l'argent, donc il reviendra bientôt. Et puis la porte claque. Chacun des ouvriers expire de soulagement. Il est enfin parti. De façon inattendue pour eux, la porte s'ouvre brusquement et Sébastien regarde dehors. Il se lève d'un seul mouvement et commence à écouter ses instructions. Il dit qu'il leur donne une semaine pour retrouver et lui amener l'homme sans visage. La porte se referme avec un énorme rugissement. Nuit sombre et sombre. À ce moment-là, le sang commence à voler dans les airs. Un gars qui manie magistralement les épées les lance, les intercepte et... il l'insère à l'arrière de la tête d'un des gars. Il le gère habilement en lui infligeant des coups inattendus. Et puis, sautant par-dessus lui, il assomme son adversaire d'un coup au visage. Il tombe au sol et derrière lui se trouvent 3 autres gars avec des katanas. Derrière le type à lunettes se trouvent des dizaines de corps qui ont été battus. L'un des ronins s'adresse à son allié déchu, tandis que leur chef dit que la loi de la nature stipule que si vous ne mangez pas, vous serez vous-même mangé. Avec ces mots, ils coururent vers leur adversaire en disant qu'ils devaient gagner. Ils devaient gagner pour protéger leur frère. Le gaz ajuste ses lunettes. En un instant, il semble s'évaporer. Dans son mouvement suivant, il se précipite devant les 2 ronins, les frappant aux jambes. En 1 seconde, il est derrière eux. À ce moment, il est attaqué par le chef du ronin. Il porte un coup habile et puissant avec son katana, mais le gaz à lunettes le bloque avec ses poignards. Souriant malicieusement, il fait comprendre que de tels coups ne signifient rien pour lui. Ronin est confus. Comment ce gamin pathétique a-t-il pu bloquer son épée à 2 mains avec de simples poignards? Après avoir fait un saut périlleux, le gars recule un peu. C'est comme si un ronin affolé courait vers lui avec un katana. Il balance son épée, mais encore une fois, le gars esquive sans trop d'effort. D'ailleurs, il saute sur la lame, se moquant du ronin. Il rebondit sur lui et prépare une attaque dans les airs. Il atterrit au-dessus du ronin et lui plonge le poignard dans la tête. Et désormais, tout le monde est convaincu. Tout le champ de bataille est couvert de sang, et pas une âme d'autre. L'étranger met ses poignards dans leur étui, se préparant à partir. À ce moment-là, quelqu'un l'a appelé. Après avoir écouté la belle mélodie pendant un moment, il décrocha le téléphone. « Bonjour ?» Il a parlé. L'homme de l'autre côté de la ligne lui a donné quelques informations, et à ce moment-là, il s'est contenté de rire et de sourire. Chef de la police militaire, devrait être amusant. Devant nous, dans toute sa splendeur, se trouve un assassin de classe spéciale, Son Hak. C'est une nuit sombre, avec un passage secret ouvert au milieu. Cela vous invite à entrer. Une femme descend les marches d'un endroit sombre. Elle ferme les yeux comme si elle ne voulait pas voir quelque chose. Mais elle sait ce qui l'attend. En ouvrant les yeux, elle voit devant elle un père conjurateur et un fils en lévitation. Que se passe-t-il ici?
Malgré tous ses efforts, l'homme finit par mettre Taeyong au sol, et la mère, inquiète, court vers le garçon. Le père lui présente ses excuses en lui disant qu'il était en retard. La mère supplie son fils d'ouvrir les yeux, mais le garçon ne réagit pas à ses paroles. Le père continue de parler de la situation de Taeyong. Il a prodigué les premiers soins, mais d'une manière ou d'une autre, il a un besoin urgent de soins. Au moment où il est arrivé, le sceau avait déjà été brisé. En fait, ce ne serait pas si étrange si le sceau de l'esprit démoniaque était retiré à cause du poison et du saignement. Nous devons de toute urgence le sceller. L'homme dit à sa fille que dès qu'ils auront remis le sceau, elle et Taeyong devront fuir la ville de toute urgence, car l'ancienne princesse spirituelle s'est réveillée. La femme ouvre grand les yeux face à une telle nouvelle, elle ne peut pas l'accepter. Malheureusement, c'est vrai, la princesse spirituelle s'est probablement réveillée lorsque le sceau de Taeyong s'est affaibli. Elle a senti son énergie chi. La femme comprend qu'elle doit alors s'enfuir car Taeyeon est en danger, mais qu'arrivera-t-il alors à son père? Les larmes aux yeux, elle se tourne vers lui. Il lui assure que tout va bien. Dès le début, ce n'était que son péché. Il doit donc être tenu responsable de ses actes. Le père veut également découvrir leur relation avec l'ancienne princesse spirituelle. La mère de Taeyong, les larmes aux yeux, hoche seulement la tête en réponse aux paroles de son père. Une femme, ayant ouvert la porte, se tient dans l'allée, sa robe flottant au vent. C'est un entrepôt d'armes. Ici on trouve absolument tout. Des poignards anciens au sokir moderne. En regardant l'entrepôt, la femme dit qu'elle ne pensait pas devoir tout remettre en place. Devant elle se trouve un costume ancien qui respire la grandeur et un katana pointu qui attend son heure. La femme ôta ses vêtements et enfila un costume. Après avoir rassemblé tous ses cheveux, elle les a tirés en chignon. Et pour finir son look, elle a enfilé un élégant chapeau. Levant l'épée vers les étoiles, elle commença à émettre une aura ancienne. Finalement, il a eu son temps. Retournant la lame, elle regarda son reflet. Son regard était fou. Elle avait soif de vengeance. D'un seul coup d'épée, elle coupa toutes les chaînes. Levant la tête, elle dit avec assurance de ne pas s'inquiéter, car elle protégerait Taeyong. Une voix appelle Taeyong. Il essaie de sortir le gars de son sommeil. Et puis Taeyong ouvre les yeux. Il y a du vide autour. Le gars est debout et il n'y a aucune âme autour. Il essaye de trouver au moins quelqu'un. Où est tout le monde? Et encore une fois, il y a une voix derrière moi. Est-ce vraiment papa? Taeyong se tourne vers la voix. Continuant à crier, le gars commença à se diriger vers la voix. Son père se tient devant le garçon. Il va enfin pouvoir lui parler. Mais de façon inattendue pour le gars, son père a commencé à disparaître. Le gars a couru après lui avec perplexité, priant pour qu'il ne disparaisse plus. Taeyong court aussi vite qu'il peut. Il crie et court, et la silhouette de son père s'éloigne de plus en plus. S'arrêtant brusquement, le gars remarqua la présence de quelqu'un d'autre. Qui est-ce? Il y a quelque chose d'incompréhensible dans l'obscurité. Ses yeux brillent. Il surveille le garçon de près. Et ainsi, ce quelque chose commence à atteindre Taeyong, disant qu'il est une pauvre chose. Sa manière de parler est effrayante. Le gars s'est figé à cause de ça. Il ne sait pas quoi faire et où le fuir. Les mains de l'étranger sont complètement couvertes de sang. Il se tourne vers le garçon en lui disant qu'il a dû voir quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il demande à l'accepter, d'accepter son vrai moi, ce que Taeyong évite. Les yeux du gars s'écarquillent et il crie sans arrêt. Mais où va la voix du démon? Pourquoi s'éloigne-t-il? Le gars se réveille brusquement. À cette époque, son grand-père accomplit un rituel avec des bougies. Taeyong se tourne vers lui, ne comprenant pas ce qui se passe. L'homme lui demande de ne pas parler, car sa blessure n'est pas encore guérie. Taeyong tourne silencieusement son regard et regarde quelque part vers le plafond. Se tournant à nouveau vers son grand-père, il dit qu'il semble avoir vu son père en rêve. Grand-père se figea à ces mots, mais continua d'accomplir le rituel. Le gars continue de raconter son rêve en disant que, malheureusement, il n'a pas pu retrouver son père. Il n'a entendu que sa voix. Serrant toute sa volonté dans un poing, Taeyong se tourne vers son grand-père. Parviendra-t-il un jour à retrouver son père? Le visage de grand-père a changé. Ses sourcils s'abaissaient et son regard descendait. Il ne savait pas quoi lui répondre en réponse à sa question. Rompant finalement le silence, grand-père commença à tout raconter à Taeyong tel qu'il était. Et maintenant, il fait nuit dehors. À ce moment, la femme se lève et regarde au loin. C'est le Ki. C'est tout ce qu'elle dit, regardant toujours dans la même direction. Une lueur folle peut être vue derrière les montagnes. Il s'agit sans aucun doute de Ki, l'ancienne princesse des esprits. Comme Taeyong est encore en train de récupérer ses forces, elle devra tenir le coup pendant au moins 1 heure. Mais malheureusement, à ce rythme-là, ils n'auront peut-être pas assez de temps.
La femme continue de regarder le QI de la princesse spirituelle. La jeune fille ressentit soudain une folle envie de tuer. Quelqu'un la poursuivait. Réagissant vivement, elle sort son katana et le place devant elle. Elle a été attaquée par un assassin de classe spéciale, le même Son Hak, maître dans son métier. Le gars part son coup et s'éloigne d'elle. La femme saute instantanément derrière l'assassin et tend son épée vers lui. Étonnamment, même après une attaque aussi violente, Son Hak a pu esquiver. Le gars ne pouvait s'empêcher de remarquer sa vitesse. Elle fut capable d'accrocher sa chemise, ce que personne n'avait jamais réussi à faire auparavant. À cette époque, une femme évalue strictement ses capacités. Elle se demande si elle n'a pu que lui faire du mal. S'est-elle vraiment affaiblie au fil des années? Le gars fait un saut périlleux et s'éloigne d'elle. Ils sont dans deux directions différentes et se regardent follement. En lançant son poignard, Song Hak dit qu'il est surpris de son habileté, car en fait il a réussi à cacher son chi, mais elle l'a senti. Qu'a oublié un si grand maître dans ce village? La femme se retourne, regardant le QI qui se dirige directement vers elle. Sa vitesse est effrayante. Il se rapproche de plus en plus à chaque seconde. Elle doit les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. L'assassin est offensé par la femme, la princesse, qui est si loin, bien plus importante que l'ennemi, qui est à quelques mètres. En raison d'une telle audace, le gars a décidé d'agir. Son Hak courut vers elle. Frappant goulûment, le gars n'a même pas pris une seconde pour reprendre son souffle. Et puis le gars fait une petite erreur. Il frappe fort avec son poignard. À ce moment-là, la femme esquive et ramasse un katana, se préparant à porter son coup écrasant. Même avec sa frappe la plus forte et la plus appropriée, Son Hak était capable d'esquiver. L'assassin désemparé frappe à nouveau, ce qui fut la dernière pour tout le monde. Il a réussi à s'en sortir. Le gars a mis le doigt sur la tête. Mais attendez, c'est juste un chapeau? Au même moment, alors que Son Hak se tenait perplexe, la femme sauta par-dessus l'assassin et porta son coup. Elle a finalement réussi à le frapper. Le sang jaillit du gars comme une rivière. Il est étonné de son talent. Elle a pu utiliser son chapeau comme bouclier et le tromper. À ce moment, elle le regarde comme si elle n'était même pas fatiguée. Le gars se tord de douleur. La femme atterrit alors devant lui. Montrant les dents, Song Hak la regarde et se rend compte que si elle avait coupé un peu plus profondément, il se serait retrouvé sans bras. C'est définitivement un excellent maître. La femme, qui compte chaque minute, se retourne pour voir où se trouve la princesse. Elle s'est encore rapprochée. Sans cet assassin ennuyeux, elle s'en serait occupée depuis longtemps. Reprenant son attention, le gars lui dit en face qu'il n'avait pas initialement reconnu son talent. Il fait quelque chose après quoi elle aura encore moins de temps. L'assassin met la pilule Tus dans sa bouche. Il lui assure qu'à partir de maintenant, il fera encore plus d'efforts. Un immense rayonnement commença à émaner de lui. Le gars est instantanément devenu plus fort. La femme regarde ce qui se passe avec perplexité. Reprenant les poignards dans ses mains, le type regarda la femme sans émotion. L'assassin ne va pas tomber à ses yeux comme un rival. Il l'attaque.